Merci beaucoup d'être encore là avec nous pour cette dernière table ronde. Vous avez résisté jusqu'à ce dernier temps du Meetup Green Tech. Merci beaucoup à nos collègues de l'Ecolab de l'avoir organisé. Et donc, on vous a prévu un petit temps d'échange avec nos experts qui vont vous être présentés. Ah ouais, on va peut-être fermer les portes parce qu'on avait besoin d'un peu d'air, pas forcément frais, mais pour le confort auditif de chacun, ce sera peut-être mieux avec les portes fermées. Et donc, on est ravis de partager avec vous ce temps consacré aux sciences comportementales. On va parler de la thématique « Lever les freins comportementaux », vous le voyez, pour accélérer une mobilité bas carbone, une nouvelle frontière. Alors, c'est très ambitieux comme titre. On n'a que 45 minutes. On va essayer de ne pas être trop long pour vous lâcher à peu près à l'heure prévue. Donc, je vais simplement introduire chacun de nos invités. On a quelques questions qu'on a préparées, mais on compte aussi beaucoup sur vos questions à la fin de cet échange pour pouvoir rebondir et répondre aux points qui auront plus particulièrement attiré votre attention. Ce que je voulais simplement dire en introduction, parce que vous n'êtes pas forcément tous des spécialistes des mobilités. Il y a énormément de sujets qui sont couverts par le champ Green Tech. Je sais que juste avant, il y avait un sujet plus autour du tissu, de la mode, etc. Donc là, on change quand même radicalement d'univers. Peut-être juste pour replacer quelques ordres de grandeur qu'il est toujours bon d'avoir en tête. Donc on va bien sûr parler du champ de la mobilité. Vous le savez sans doute, le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, autour de 30% des émissions de GES annuelles. Bon, 30-32%, ça dépend comment on compte et quelle année on prend comme référence. Évidemment, au sein du secteur de transport, la route est, je crois, pour 94% responsable des émissions de GES. Et quand on dit la route, il y a évidemment une part importante de la voiture individuelle, mais aussi toute la partie logistique. Il ne faut pas oublier les marchandises, même si elles ne votent pas, donc on en entend parfois un petit peu moins parler dans les discours politiques. Mais donc, on va réfléchir un petit peu sur l'ensemble du champ, tout mode de transport confondu. Et je voulais simplement aussi évoquer avec vous donc ce défi majeur, je pense, qui nous anime tous, c'est évidemment donc la diminution de ces émissions de carbone liées au transport. Et vous avez tous en tête peut-être les différents leviers qu'on peut actionner, parce que les émissions liées au transport, c'est en fait la résultante de plusieurs facteurs qui se combinent. Et il y a un petit schéma, alors bon, je le connais pas par cœur, mais je le résume très simplement. Les émissions de CO2, c'est la résultante entre le besoin de transport, donc le premier élément, c'est la distance que vous parcourez. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi du levier de sobriété pour réduire nos enjeux de carbone. Celui qui émet le moins, c'est évidemment celui qui ne se sera pas déplacé. Ensuite, il y a la question du mode de transport que vous utilisez. Bien évidemment, vous n'avez pas le même bilan carbone selon que vous prenez votre vélo, que vous marchez à pied, que vous venez un train qui fonctionne à l'électricité, une voiture thermique ou électrique. Donc ça, c'est effectivement le deuxième levier qui est important. C'est la raison pour laquelle on essaye autant de faire du report modal vers des mobilités douces ou des mobilités à bas carbone. Ensuite, partant du principe qu'on aura quand même sans doute du mal à proposer une offre de transport en commun sur tous les territoires, il y a évidemment la question du remplissage des véhicules individuels. Donc c'est là où vous entendez parler de covoiturage, etc. Il faut savoir, je crois qu'en moyenne, en France, le taux de remplissage, alors ça dépend si on prend tout confondu ou causeur de pointe, mais autour de 1,4, je crois. Donc concrètement, si on considère qu'une voiture est faite pour transporter confortablement 4 personnes, il y a quand même les 3/4 du carburant que vous consommez qui sert à déplacer des sièges vides. Donc on a évidemment là aussi un levier très important. Et puis le dernier facteur, une fois que vous considérez que vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans votre voiture, vous êtes un bon petit citoyen vertueux, vous l'avez rempli au maximum, il y a la question de l'efficacité énergétique de la voiture en question. Et la question de la motorisation, évidemment, de la voiture électrique, du type de véhicule, plus ou moins lourd, plus ou moins consommateur, quel que soit le carburant. Voilà, donc je ne suis pas beaucoup plus longue. Mon objectif, ce n'est pas du tout de vous faire un cours magistral sur la question, mais juste de partager avec vous ces quelques éléments scientifiques qui sont très largement documentés, que nos experts ici présents connaissent par cœur également. Et du coup, on va attaquer par les premières questions, puisque là, on va parler plus généralement de l'apport des sciences comportementales, donc pour œuvrer dans le sens de la décarbonation des mobilités. Et la première question que je vais poser à notre premier invité, qui est Nicolas Fiolaine, qui est chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon, et plus particulièrement en charge d'une chaire innovation publique. Et bien Nicolas, tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu es un peu l'académique de la bande, je dirais, ce que ne sont pas les sciences comportementales, parce que c'est un terme parfois un peu galvaudé, mais il y a une démarche très scientifique là derrière. Et voilà, donc on aimerait bien que tu nous apportes une petite définition théorique, éventuellement illustrée, pour expliciter cette notion, si tu veux bien. Oui, avec plaisir.
Bien, hop, comme ça tu peux garder le tien. Oui, bonjour, merci à Paul pour l'invitation. Alors définir les sciences comportementales, je vais le faire de deux façons. Effectivement, comme tu l'as dit, ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas. Ce qu'elles sont, c'est toutes les sciences humaines et sociales qui s'intéressent au comportement, et le terme comportemental est important, tout simplement parce que l'enjeu d'expliquer, de décrire, de comprendre les comportements, c'est un enjeu très spécifique et qui met à mal les sciences cognitives, les sciences humaines et les sciences sociales. Aller jusqu'à l'action. C'est-à-dire, il y a la motivation, il y a l'intention, il y a les connaissances, le savoir, l'envie, le désir, etc. Et puis, il y a le moment où on s'active, on bouge, on met en jeu le corps, les habitudes, on bouscule son quotidien, etc. Et c'est pour ça que les sciences comportementales sont spécifiques, c'est interdisciplinaire, c'est une approche interdisciplinaire qui implique à la fois les sciences cognitives, la psychologie sociale, les neurosciences, une partie des sciences sociales qui s'intéressent, alors des fois on dit comportement, des fois on dit usage, des fois on dit pratique, ça dépend de son école, mais ça revient un peu au même, cette idée qu'on est en action et que c'est pas simplement la pensée qui est en action, c'est effectivement le corps. Et ça c'est important parce que l'enjeu du passage à l'action, c'est aujourd'hui l'enjeu auquel on se frotte, on le sait sur les mobilités, dernière enquête ADEME, on a un potentiel de 42% de personnes qui disent qu'elles pourraient changer mais qu'elles ne le font pas. On a mené une étude en Île-de-France auprès de 2000 personnes. On a 52% de personnes qui disent qu'elles pourraient, qu'elles ont une offre de transport qu'elles perçoivent comme pas trop éloignée, mais qu'elles ne passent pas à l'action, tout en sachant les bénéfices qu'il y aurait. Alors peut-être pas pour elles et peut-être pas dans l'immédiat, mais pour les autres et à long terme, avec une connaissance malheureusement un peu abstraite de ces sujets-là. Donc les sciences comportementales, c'est celles qui s'intéressent à cet enjeu de dire toute l'étude qu'on va faire des représentations, des croyances, des normes sociales, des systèmes sociaux, qu'est-ce qui peut nous amener à comprendre ce que fait une personne à un endroit donné, quand on se met dans ses chaussures, quand on se met à sa place, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui l'a amené à agir d'une façon A ou B, ou à agir plutôt que de ne pas agir. Et c'est un enjeu très très fort parce qu'il se passe des choses magiques au moment du comportement. Et puis je dirais aussi ce que ça n'est pas. Les sciences comportementales n'ont pas de recette miracle pour faire des choses aux gens qu'ils ne veulent pas, ou voire même qu'ils veulent faire. On n'a pas de bouton sur lequel appuyer. C'est pas non plus une question uniquement d'expertise, c'est-à-dire les sciences comportementales, c'est une approche scientifique, mais c'est aussi une approche fondée sur différents niveaux d'expertise de cette science-là. Certaines personnes s'en emparent à un niveau qui est un niveau relativement simple et synthétique, d'autres s'en emparent beaucoup plus dans les collectivités, dans les ministères, dans les entreprises, etc. J'en profite pour dire que j'assure aussi la direction scientifique à l'unité sciences comportementales de la SNCF, ce qui me met aux prises avec des sujets extrêmement concrets, j'y reviendrai. Ça n'est pas non plus une question, on va dire, de manipulation, parce qu'on est dans des sujets qui d'abord essayent de comprendre comment naissent les intentions, d'où elles viennent, à quel point elles sont partagées, et qui ensuite se situent à ce moment de passage entre l'intention et l'action, comment on bâtit des intentions résilientes face à des obstacles, etc. Et puis je dirais, ça n'a rien de nouveau. Ça n'est pas une innovation en soi. La façon dont elle se déploie aujourd'hui en France est unique au monde. Il y a un déploiement très spécifique à la France des sciences comportementales qui ne ressemble à rien au déploiement dans d'autres lieux, et c'est unique aussi dans le temps, c'est-à-dire ça n'a jamais été aussi intégré à l'action publique. Mais des démarches qui intègrent les sciences comportementales, il y en a depuis les années 40, donc c'est pas tout à fait nouveau, donc on a de quoi se nourrir en termes de science, en termes de retour d'expérience. Par contre, la façon, et j'y reviendrai dans la deuxième question, mais la façon dont elle s'intègre aujourd'hui à l'action de manière systémique et systématique, ça c'est véritablement nouveau. Eh bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez un petit peu plus maintenant la diversité, je pense, des sujets que peuvent couvrir les sciences comportementales. Et bien sûr, on va illustrer ça par des éléments pratiques. Donc, je me tourne maintenant vers Arnaud Julien, qui est directeur de l'innovation et des données chez Keolis. Donc, évidemment, spécialiste plutôt de la partie transport public, qui est évidemment un des enjeux massifs. On le disait en introduction, comment justement donc, se saisir des sciences comportementales pour contribuer au report du voyageur, si possible, vers les transports publics, ou en tout cas des modes de transport décarbonés. Est-ce que tu peux nous donner quelques illustrations sur l'utilisation des sciences comportementales et des actions qui peuvent être menées par Keolis en la matière ? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Oui, tu parlais du report. Il n'y a pas que le report. En fait, les sciences comportementales et notamment l'activation des nudges ou des coups de pouce, on l'a fait dans beaucoup de parties de la mobilité.
Et on l'a fait toujours dans une démarche scientifique, notamment avec des experts tels que Nicolas, où on a déjà travaillé ensemble sur certains sujets. Alors je vais prendre plusieurs exemples. Un des premiers qu'on a mis en place, c'était autour de la sécurité, et de la sécurité pour les enfants. Comme vous le savez, il y a toujours des freins qui existent lorsqu'on est dans un car pour attacher sa ceinture. Vous êtes dans un car, est-ce que vous avez tous le réflexe d'attacher votre ceinture? Je suis pas totalement sûr, parce que finalement on se sent un peu en sécurité. Et donc là, ce qu'on a conçu, au final, le résultat, c'était d'avoir ce qu'on a appelé un outil qu'on appelait le mal-assis. C'est rendre inconfortable le fait de ne pas s'attacher. Donc on a rajouté une sorte de gros boudin sur la ceinture, et ce qui a poussé finalement à ce que les enfants les enfants qu'on transporte, notamment dans les véhicules scolaires, s'attachent d'eux-mêmes beaucoup plus facilement, et aussi ne se détachent pas pendant le trajet. Un autre exemple, je parlais de la sécurité, on a travaillé sur l'accessibilité, sur l'inclusion. Là, on est sur un autre territoire, on est à Caen, et donc à Caen, on a travaillé l'ensemble du parcours. Déjà, on arrivait avec un irritant. La problématique, c'était quoi? C'est que le transport public, il y a des gens qui se sentaient exclus du transport public et qui finalement ne le prenaient plus. Et donc là, le but, c'était de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On a travaillé sur l'ensemble d'un parcours, et on voit qu'il y avait effectivement des difficultés à se dire, bah oui, moi j'aime bien me lever, notamment pour les personnes avec des fragilités, avant que le véhicule s'arrête, parce que je vais avoir le temps de descendre. Sauf que c'est là où on se met le plus en danger. Et donc, il fallait qu'il y ait cette compréhension que le conducteur a bien compris que vous êtes à bord, et il va pas démarrer avant que vous ayez descendu. Donc, finalement, il y a tout un mécanisme qu'on a mis en place. Il y a d'autres choses qui existent aussi, qu'on a mis en place à Dijon, sur faciliter la multimodalité. La multimodalité, voilà, on peut avoir des idées préconçues sur un tronçon en fait qui existe en tramway et puis en bus. Bah, finalement, en tramway, on se tassait à l'intérieur, et en bus, il y avait des places assises. Là, comment faire jouer et comment amener finalement les voyageurs vers le bus, en se disant, bah, finalement, non, mais le bus, c'est aussi efficace, c'est aussi rapide. Et effectivement, dans ce qu'on pense chacun, on se dit, bah non, le tram, ça va plus vite, il y a une meilleure fréquence, etc. Ben, non, pas forcément. Et donc là, il fallait amener les voyageurs. Et puis peut-être un dernier exemple autour de la validation. Et là, on est sur un nudge dynamique. Et donc là, en plus, on était sur une innovation forte dans le transport public qu'on a fait ensemble avec Nicolas, qui était de dire comment j'arrive à avoir un taux de validation plus important dans les transports publics, et notamment dans le tramway. Et donc là, on a joué sur un nudge dynamique. Un nudge dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre des données, en l'occurrence en temps réel, et puis afficher de l'information. Je vais prendre le nombre de validations, je vais compter le nombre de personnes qui montent et qui descendent du véhicule. J'ai un chiffre finalement, après la fermeture des portes et quelques secondes après, du nombre de personnes qui n'ont pas validé. Donc je pousse cette information de manière différente, soit avec de la gamification, soit avec de l'information pure. Et là, il y a une sorte de pression sociale dans le levier qui pousse les gens à valider davantage. Voilà quelques exemples qui illustrent finalement la diversité des cas pratiques qu'on peut reprendre. Alors, on est sur de la low-tech, mais ça ne veut pas dire que c'est simple pour autant, parce que ça, c'est aussi une idée préconçue. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche effectivement scientifique à comprendre pour pouvoir avoir quelque chose qui est efficace. C'est aussi quelque chose qui doit se mesurer pour relever, pour juger des performances de l'action. Eh bien, merci beaucoup pour ces illustrations. Vous le voyez, c'est effectivement très varié, et c'est pas uniquement effectivement sur le report modal. J'étais allée un peu vite en besogne, mais pour faire comprendre aussi, voilà, que les transports peuvent apporter aussi un confort de sécurité, d'usage adapté au plus grand nombre. Ça fait partie aussi évidemment de nos objectifs globaux d'avoir des transports inclusifs qui prennent en compte toutes les spécificités des voyageurs ou des territoires. Mais alors malheureusement, on sait bien que du transport public, on peut pas non plus en faire partout avec la même densité de réseau, puisqu'on a évidemment une densité de population qui est très variable. Donc on sait bien que dans tout un nombre de cas, notamment pour tous les besoins de mobilité en zone rurale, le véhicule individuel demeure assez incontournable pour vaquer à ses occupations. Et du coup, je voudrais introduire donc maintenant notre troisième intervenante, donc Johanna Casalas, qui est ingénieure mobilité durable à l'ADEME, qu'on ne présente plus, et qui est plus particulièrement en charge, je crois, du défi, extrême défi,
un appel à projet dont tu vas peut-être pouvoir nous parler et nous expliquer justement comment, voilà, sur ce périmètre-là, les sciences comportementales peuvent aussi toucher les véhicules individuels et montrer aux usagers de voitures individuelles classiques que d'autres voies sont possibles. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'extrême défi, c'est un dispositif qui a été lancé par l'ADEME en 2022. Ça va faire 3 ans, notamment, du coup, c'est Gabriel Plaça, ingénieur en mobilité, qui a lancé ces dispositifs. Et l'intention, c'est de favoriser l'émergence de solutions qui de déplacement du quotidien qui vont se trouver entre le vélo et la voiture. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'entre les deux, qu'un les vélos a ses limites, on va dire, pour réaliser les déplacements du quotidien, soit pour la distance, les reliefs, les conditions météo. Du coup, dans plusieurs contextes et notamment le milieu rural, donc on bascule à la voiture sans avoir d'autres options. Et donc l'idée, c'est de favoriser l'émergence donc des véhicules intermédiaires. Donc c'est donc des objets roulants qui vont se trouver entre les deux et qui vont avoir différents catégories en dépendant donc de la vitesse maximale à laquelle ils peuvent circuler. Donc notamment on va trouver 2 familles, ceux qui vont être plus près de vélo, donc actives, on va pédaler et pour aller à des vitesses de 25 km/h ou 45 km/h maximum. Et des véhicules qui vont se trouver un peu plus près vers l'idée de voiture, donc passif à 45-80 km/h ou 90 km/h maximum. Donc l'ADEME a proposé un cahier des charges très ambitieux pour du coup imaginer ces solutions qui veut faire 10 fois mieux que la voiture en termes d'efficience, de légèreté. Donc l'idée c'est que ça va être des véhicules très très légers, donc c'est ce qui va réduire fortement la consommation liée, et parce que en soi l'idée ça va être de transporter 2-3 personnes avec leur sac, ce qui correspond à la plupart de cas de nos usages du quotidien. Il y a l'idée aussi de concevoir ces véhicules de la façon plus simple possible, avec des pièces standards, le plus standard possible, donc avec une idée de réparabilité à l'infini et de durabilité la plus longue possible. Un peu avec, du coup, plutôt avec l'idée qu'on a du vélo, qu'on peut trouver plus facilement une personne qui puisse les réparer avec de pièces standards. Et donc pour faire ça, donc on va dire qu'il y a deux grandes actions. Donc accompagner l'offre de ces véhicules en lançant différents appels à projets à destination des équipes, des 2-3 personnes qui souhaitent donc relever ces défis, donc aller imaginer ces véhicules. Donc il y a une appel à projet idéation pour financer donc toutes les études modélisation qui peuvent permettre l'idéation de ces véhicules. Une deuxième appel à projet pour financer les prototypes, donc création des 1 ou 2 prototypes. Et enfin, une appel à projet industrialisation, donc pour les équipes qui souhaitent passer à l'échelle d'industrialiser cette solution. Donc en 2022, il y a eu une appel à projet idéation, 2023 idéation prototype, et cette année, il y a eu les 3 appels à projet. Donc on accompagne un peu plus de 50 équipes qui sont dans cette travail à différents niveaux d'évolution, et donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'animer différents ateliers, moments de rencontres, des échanges pour favoriser la coopération entre ces équipes. Donc l'idée, c'est que ces équipes avancent en coopétition. Je veux dire, en soi, ils sont concurrents dans le sens où chacun propose un objet différent qui peut répondre aussi à des usages différents, mais justement par cette différenciation, ils sont complémentaires, et donc cette sens de coopération
On essaie de l'encourager avec différents ateliers où ces équipes peuvent partager des expériences et aussi on motive à que tous les modèles et prototypes soient les plus ouverts possible, au plus possible en open source. Donc ça, c'est la question de l'offre. Mais donc à côté de ça, on sait que on peut avoir des véhicules qui sont très vertueux en termes d'environnement, mais est-ce qu'il y aura des personnes pour les utiliser? Quel type de personnes va les utiliser? Pour quels usages? Et donc pour toutes ces questions, on a lancé aussi une démarche d'expérimentation des prototypes ou des véhicules qui sont déjà homologués et industrialisé qui permet de tester les usages au sein de différentes collectivités territoriales. Donc, on a facilité la mise à disposition de certains véhicules sur aujourd'hui 10 territoires, avec l'idée que ces collectivités puissent déjà leur tester en interne avec les agents communaux dans les déplacements professionnels et ensuite lancer donc des marches d'expérimentation à destination des habitants pour qu'ils puissent tester les véhicules pendant 1 mois en remplaçant des trajets du quotidien qu'ils font normalement en voiture. Et donc ça c'est une démarche. On met en place des outils pour collecter aussi les données et les retours, donc des questionnaires qui sont faits avant l'expérimentation, pendant et après différents moments d'échange et avec donc les constructeurs pour qu'ils puissent faire évoluer leurs prototypes en suivant les retours, et aussi avec les aménageurs pour apprendre un peu plus sur les aménagements qui sont plus ou moins favorables à la circulation de ces véhicules. Donc ça c'est la question d'expérimentation, et en parallèle de ça, du coup il y a aussi des projets des recherches qui ont été financées avec une appel à projet Prévert, du coup qui a été lancé l'année dernière, et aujourd'hui 3 laboratoires donc ont lancé un protocole d'expérimentation. Ils sont assez différents pour mieux comprendre donc les freins et leviers dans l'adoption de ces véhicules. Je ne sais pas du coup si j'ai précisé un peu sur le projet de recherche ou pour la revenir après. Voilà. Merci. Je voulais peut-être partager au maximum l'idée du dispositif, mais plutôt les questions. Merci beaucoup, Yana. Oui, non, c'est tout à fait passionnant. D'ailleurs, alors c'est parfois difficile à expliquer sans avoir les illustrations, parce que c'est un sujet qui se prête bien à des illustrations. Je vous encourage vraiment à taper Extrême Défi ADEME sur Internet. Vous verrez peut-être les véhicules du futur, hein, pas forcément des grosses voitures volantes, mais des petites choses toutes simples et astucieuses qui permettent justement de répondre aux besoins de mobilité du quotidien. Alors, j'en arrive maintenant à notre dernière intervenante, Laure Wagner. Merci d'être avec nous. Donc, toi, tu es cofondatrice et CEO de 1 km à pied. Donc, la première chose, je pense que tu vas avoir à cœur de nous expliquer justement pourquoi avoir fondé 1 km à pied et ce que propose ton entreprise, puisque tu travailles là plutôt en amont sur le besoin de mobilité, qui est quand même le point de départ de cet effet de se mettre en mouvement qui va générer ou pas des émissions. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu le concept et en quoi ça contribue à cette décarbonation des mobilités. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, 1 km à pied n'est pas une application de marche à pied ou un podomètre, pas du tout. Par rapport aux chiffres que Mélanie a donnés en introduction, moi aussi, je suis passionnée de data de mobilité, et donc j'avais vu que le trajet moyen des Français sur les trajets domicile-travail, c'était 13,3 km à l'aller. Et en fouillant un peu des datas, je me suis rendu compte que dans les années 60, c'était seulement 3 petits kilomètres à l'aller. Donc, on s'est pris 10 kilomètres en 60 ans. Et quand on considère uniquement les automobilistes, vous savez que 75% des Français font leur trajet domicile-travail en voiture. Et quand on considère que les automobilistes, leur trajet médian, c'est 15 kilomètres à l'aller. Et maintenant, je vais vous demander, avec votre petite main, de lever la main et de me dire quel est le trajet médian des cyclistes. À votre avis, quelle distance ils font à l'aller? Un cycliste, quand on prend tous les cyclistes français sur leur trajet domicile-travail, quel est le... Déjà, un indice, ça tient sur une seule main. Alors, dernier magazine ADEME reçu hier, 3,4.
3,4 km à l'aller. Magazine ADEME d'hier. Moi, j'avais pour habitude de dire le chiffre national n'est pas consolidé, mais chez mon client, l'Eurométropole de Strasbourg, qui est la ville du vélo, on a fait tous les plans de mobilité employeurs. Quand on prend que les cyclistes de Strasbourg, c'est 4. Donc maintenant, j'ai vu le chiffre national hier, magazine ADEME, 3,4. Donc clairement, on n'a pas du tout la même population entre les automobilistes et les cyclistes. Clairement, il y a un monde entre les trajets qu'on est capable de faire à vélo ou en voiture. Alors, j'ai monté 1 kilomètre à pied qui porte ce nom-là parce que c'est 1 kilomètre la distance idéale et à pied le mode de trajet idéal dans un monde qui doit se réinventer. Et c'est surtout en opposition, un peu un changement de paradigme entre 15 km en voiture, qui est mon point de départ, et 1 kilomètre à pied, qui est le futur souhaitable. Comment réduire les trajets, comment réduire la structure des trajets des Français ? On s'adresse aux entreprises multisites ou aux employeurs multisites publics d'ailleurs aussi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à lever la main qu'on se parle après. Et donc, on calcule les trajets domicile-travail de tous leurs employés de terrain ou agents catégorie C plutôt. Et on va identifier tous ceux qui pourraient faire le même travail pour le même employeur, mais en étant réaffectés plus près de chez eux. Parce que figurez-vous que majoritairement, 62% des salariés chez nos clients en tout cas, ne sont pas au plus proche en fait. Ils sont sur un site qui n'est pas du tout le plus proche de chez eux et 62% d'entre eux pourraient être réaffectés et gagner 10,2 km par trajet, donc 20,4 km par jour pour des gens qui sont au SMIC ou à peine plus et qui ne feront jamais de télétravail et qui pèsent pour 70% des Français, des actifs français, pardon. Donc ça, c'est la logique, c'est de faire de la remise en proximité, de la sobriété heureuse, parce que pour le coup, personne ne regrettera son long trajet domicile-travail. C'est que du bonheur d'avoir un trajet plus court. Et donc, voilà comment on fait ça. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai lancé ça ? Et là, je vais revenir un pas en arrière. C'est que je suis une ancienne de Blablacar. J'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice des fondateurs de Blablacar en 2009. Et j'étais leur bras droit communication pendant 11 ans. Et donc, je m'y connais pas mal en report modal, puisque j'ai contribué à ce que 20 millions de Français soient inscrits sur Blablacar. J'ai lu le bouquin sur les nudges très tôt et j'aurais adoré faire son métier. ça me passionne. Mais du coup, avec les outils auxquels j'ai accès, j'ai essayé de me demander comment je pouvais changer les comportements. Et donc, j'ai usé des nudges il y en a. Les nudges, c'est pas uniquement faire des gros posters écrits gros. Ça, c'est de la communication un peu efficace, mais il faut vraiment comprendre les leviers effectivement comportementaux. Et donc moi j'ai utilisé la norme sociale en montrant, même quand on avait des petits chiffres, quand on avait que quelques centaines ou milliers de covoitureurs, on faisait des portraits et regardez, on essayait de passer à la télé. Lui, il a ouvert ses portes, on voyait la scénette des gens qui arrivent, qui se serrent la main et tout. Il faut le voir pour le croire. Et ça c'est vraiment le côté norme sociale avec des chiffres même qui étaient petits pour nous au départ, 1000, 3000, 5000, puis 500 000. Mais en fait, quand on entend ça, on se dit « Ah, si d'autres gens le font, alors pourquoi pas moi ?» Donc c'est le début de la prise de conscience. On a utilisé le Channel Factor qui est de montrer comment le faire au plus simple. Tu pars en week-end, tu calcules ton trajet Paris-Lille et hop, tu avais Blablacar qui était là. Tiens, tu n'as plus qu'à cliquer là pour partager tes 3 sièges libres. Et puis on a utilisé d'autres aussi. Notamment le fait de parler au cerveau le cerveau immédiat, le cerveau qui comprend tout de suite, en simplifiant et en rendant visible l'invisible, pour pas que ce soit des grandes théories compliquées, mais qu'en un visuel, ça accroche très vite. Donc, je sais qu'on peut changer les comportements. Vous voyez le succès de Blablacar, mais c'est long. Or, le climat n'attend pas. Là, il y a un tic-tac quand même. On n'a plus vraiment le temps d'attendre le temps naturel du changement de comportement. Et surtout, ce que j'ai réalisé, c'est que tout le monde n'a pas forcément d'alternative. C'est-à-dire qu'on peut essayer de convaincre quelqu'un qui a une alternative, mais on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'a pas d'alternative. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, prenons vraiment la structure des trajets de Français, et je me suis posé la question, combien vont vraiment pouvoir passer au vélo ? Pas énorme. Combien vont vraiment pouvoir prendre les transports en commun ? Et malgré les super réseaux qui sont mis en place, en fait, tout le monde, on ne pourra pas faire des millions. Il y a des millions de kilomètres de route en France. On ne pourra pas mettre un transport en commun devant chez tout le monde. Ça ne va pas être possible. Et toutes les 5 minutes, évidemment. Voilà, idéalement. Hein. Tu notes, Arnaud ? Et puis, alors, le covoiturage, c'est ce qui est. Il n'y a pas besoin d'infrastructures particulières, etc. Donc, ça s'y prête plus. Mais pour les longs trajets, pareil, le changement de comportement, il faut que ça vaille le coup, il faut faire ses calculs. Est-ce que. Voilà. Et donc, c'est là que je me suis dit, finalement, il vaut peut-être mieux servir sur un plateau à un salarié, tu sais quoi, tu fais 15 km en voiture, et demain, tu vas juste en faire 5 en voiture. Tu n'as pas de changement de comportement, tu es content, etc.
Mais donc la limite que je vois maintenant au côté de cette nouvelle pratique de 1 km à pied, on réaffecte les gens. Les gens sont hyper contents, il n'y a pas de frein au changement. Mais du coup, il faut que les entreprises jouent le jeu. Et elles ont un intérêt, hein, et sinon on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on fait, parce que je ne l'ai pas dit, mais on travaille déjà, on fait ça pour Lidl, Auchan, Carrefour, La Poste en Bretagne, Transilien, SNCF. Je ne savais pas que tu bossais pour la SNCF. Pour un réseau de crèches privées, et c'est que le début. C'est la moitié des actifs français travaillent pour ce genre d'employeurs. Mais du coup, les employeurs, je me confronte à un nouveau frein comportemental, c'est que les RH à qui on donne les clés de mon logiciel 1 km à pied nous disent je suis déjà à plein temps sur un job, en fait, quand est-ce que je vais faire ça? De réaffecter les salariés plus près de chez eux, ça prend du temps, c'est le job de quelqu'un. En fait, moi, j'étais déjà full-time avant que vous me donniez mon login mot de passe d'1 km à pied. Et donc, le changement de comportement, oui. Des gens motivés comme nous, oui, bien sûr, pour changer le monde. Mais là, honnêtement, il faudrait une régulation. Il faudrait que les entreprises doivent le faire, en fait, parce que si elles n'ont pas l'obligation de le faire, alors il faut que les RH fassent des heures sup pour essayer de faire ça entre deux trucs. Enfin, donc voilà, le petit message que je voulais faire passer, c'est que bien sûr, le changement de comportement, c'est pas forcément facile, mais c'est faisable. Mais ça prend du temps, il faut avoir des alternatives et parfois un bon petit coup de régulation, d'obligation peut accélérer les choses. Mais si je peux me permettre, alors, pas pour relancer pour 10 minutes, il y a quand même des bénéfices aussi pour l'employeur en termes d'absentéisme, de productivité. Exactement. Plutôt que celui qui s'est levé 2 heures avant pour faire son travail tous les matins. Un salarié heureux et plus productif, j'imagine, et plus présent. Mais pour le toucher du doigt et s'en rendre compte, il faut déjà avoir signé avec tout et avoir réaffecté des personnes qui soient contentes, etc. Et donc il faut avoir fait l'effort, avoir été ouvert d'esprit, un peu pionnier avec nous. Et c'est pas le cas de tous les employeurs aujourd'hui. Mais c'est effectivement ce qu'on leur vend, de réduire l'absentéisme et le turnover. Ouais. Ça va, je t'ai bien écouté. Bon, vous avez compris, si vous faites partie d'une entreprise que n'a pas cité Laure, allez la voir à la fin. Bon, merci beaucoup pour cette première présentation. Donc, vous voyez, les cas d'usage sont très variés. Les sciences comportementales peuvent vraiment s'adresser à tout type d'usagers, tout type de situation. Mais l'enjeu, c'est peut-être de faire en sorte qu'elle ne reste pas un petit gadget réservé à quelques-uns dans quelques situations qu'on aime bien mettre en avant parce que voilà, ça fait moderne, ça montre qu'on fait des choses. Et l'enjeu, je crois, c'est finalement de passer à l'échelle pour qu'elle puisse s'adresser au plus grand nombre, ces sciences comportementales, qu'on puisse se saisir des leviers pour vraiment peser en termes d'impact sur les émissions globales du secteur des transports. Et du coup, j'en reviens à Nicolas sur cette question du passage à l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour les organisations? Voilà, moi je parle en tant que fonctionnaire au sein du ministère en charge des Transports. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les institutions ont vocation à faire peut-être? Est-ce que tu aurais quelques recommandations, guidelines en la matière? Alors des recommandations, oui peut-être. Ce qu'il faut déjà voir, c'est le chemin parcouru. Aujourd'hui, il y a une intégration de ces questions-là dans l'action publique qui est assez unique. Je terminais là-dessus juste avant, mais ça s'intègre dans des fonctionnements quotidiens. À la SNCF, c'est devenu un réflexe et ça s'est intégré de manière à peu près systématique sur l'ensemble des sujets urgents ou sujets un peu plus à long terme. Je crois que la question de l'organisation est importante, c'est-à-dire que les sciences comportementales font partie des solutions qui amènent des changements de posture, qui amènent des enjeux organisationnels et qui, par exemple, bousculent le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est-à-dire qu'il faut accepter des coûts immédiats pour des bénéfices qui sont à un peu plus long terme. Et ça, on se demande souvent comment accompagner des citoyens à avoir cette posture qui permet de bien prendre conscience des enjeux à long terme pour supporter des coûts à court terme. Mais les organisations ont aussi à le faire. Des organisations parfois dirigées par des gens qui sont dans le cadre de mandats et ces mandats-là ne les aident pas à avoir une pensée du temps long et les managers aussi sont pris par tout un tas de contraintes qui font que l'immédiat pèse toujours beaucoup plus lourd que le long terme et ça on le sait tous, c'est le petit bing-bing de la voiture qui nous fait mettre notre ceinture plus que le risque d'accident qui peut avoir lieu même 5 minutes après. Donc c'est dire à quel point cette préférence pour l'immédiat, cette sensibilité à l'immédiat est... Donc la première recommandation, c'est évidemment d'essayer, d'expérimenter, de se lancer dans une expérimentation qui sera toujours une expérimentation sur un petit sujet où on prend pas trop de risques, où on le fait plutôt de manière dans un petit groupe, de manière protégée et où l'encadrement va dire ok, allez-y.
on vous fait une bulle de protection, prenez le risque de l'expérimentation. L'approche en sciences comportementales étant une approche scientifique, elle prend le risque de se tromper et elle cherche à se tromper. Si on a tout fait pour se tromper et qu'on se trompe pas, c'est là qu'en science, on se dit qu'on a quelque chose qui tient. C'est très difficile de faire tenir une organisation sur ce principe-là. Vous savez quoi, on va faire des choses où on a toutes les chances de se tromper, on va tout faire pour se tromper. Faut quand même le droit à l'erreur. Exactement, et de tout faire pour, c'est quand même un peu compliqué à assimiler, donc il faut le faire d'abord et puis ensuite décliner sur différents sujets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retours d'expérience de collectivités, d'institutions qui peuvent partager comment elles s'y sont prises. C'est ce qui a fait que les collectivités, d'abord du département de l'Isère, puis de métropole, puis aujourd'hui de régions, de ministères, etc., chaque fois se nourrissent des expériences précédentes pour essayer d'aller un cran plus loin. Il faut des méthodes. Il y a aujourd'hui des méthodes assez bien consolidées pour s'emparer de ces sujets-là, des guides, des outils. Il y a tout un tas de choses qui permettent de se mettre le pied à l'étrier. Mais cette question de l'expérimentation, elle est quand même très importante, surtout quand on prend conscience que ni les modes, ni les publics, ni les moments, ni les régions, ni les territoires, etc. ne sont les mêmes. Que donc les sciences comportementales, ça n'est pas une série de biais cognitifs, d'erreurs mentales ou de fonctionnement d'une partie du cerveau qui expliquerait tout. Ça, c'est absurde et c'est pas validé. C'est des choses qui se nourrissent de certains contextes, qui existent plus dans certaines populations que dans d'autres, qui ont des dimensions symboliques, qui ont des dimensions émotionnelles, qui ont des dimensions sociales. Une ligne de covoiturage peut poser problème dans son appropriation parce que il y a dans la mémoire collective un événement qui a eu lieu à un endroit qui est exactement l'endroit où on a mis la station de covoiturage. Et ça, c'est un cas en Isère et qui a un peu plus grave que ça, quelque chose d'un peu plus dramatique. Donc une histoire un peu sombre, mais qui a eu lieu à cet endroit-là et qui faisait que dans les cartes mentales de la mémoire collective, ce lieu-là est un lieu inaccessible, très long, les distances perçues sont longues, etc. Si on prend pas ça en compte, on a du mal à comprendre comment une ligne de covoiturage peut rester sans effet et sans usage, alors qu'on a fait un sondage avant même. Tout était là, même la déclaration d'intérêt, l'envie de l'utiliser, etc. Donc c'est en gros algorithmique, dans le sens où il y a des constantes et que ces constantes, faut les associer à des contextes qui, eux, sont tous les jours changeants. Et ça, c'est compliqué parce que ça dépend des comportements. La voiture, c'est pas la même chose. Abandonner la voiture n'est pas la même chose qu'aller vers le transport en commun. C'est très différent. Partager sa voiture comme conducteur, comme passager, c'est pas la même chose. Passer du vélo à la marche à pied, de la marche à pied au tramway, enfin bref, tout ça est très différent. Donc ça demande à avoir chaque fois un regard qui est à la fois informé par la science, parce qu'il y a des travaux scientifiques sur tout ça, mais qui en même temps est capable de vraiment rentrer dans les contextes. Ça veut dire aller observer, faire de l'étude de terrain, arriver à être créatif chaque fois dans les façons dont on aborde les sujets. C'est ce qu'on fait sur certains territoires. Alors aujourd'hui, on sort du moment où on était dans l'expérimentation, puis l'expérimentation appuyée sur des experts qui venaient de l'extérieur. C'est de plus en plus intégré grâce à des outils, c'est-à-dire il y a des métropoles qui se sont organisées pour avoir en interne de recruter des docteurs en sciences comportementales ou en psychologie sociale, comme la métropole européenne de Lille, d'arriver à avoir un processus qui fait qu'on s'empare de sujets, on voit ce qu'ils ont de comportementaux, si oui, si non, est-ce que c'est complexe, est-ce que c'est simple, et on va guider les dispositifs de cette façon-là. Et c'est vrai que c'est important parce que, par exemple, dans l'enquête en Île-de-France, on s'est rendu compte que la distance au centre était un facteur qui expliquait 86% des différences d'intention d'utiliser les transports en commun. La distance. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que c'était pas tant la matérialité de la distance que les représentations symboliques liées à cette distance. Par exemple, quand on est loin du centre, le transport en commun est moins présent dans l'espace, donc la norme sociale est moins présente, donc c'est moins normal, donc c'est moins encourageant. Et par exemple, on s'est rendu compte que la grande couronne, c'est plutôt la norme sociale qui joue, la moyenne couronne, c'est plutôt la question de l'attractivité ou de la facilité d'usage, et que le centre, c'est plutôt une question qui est une question d'expérience usagée et voire de plaisir. Donc ça montre comment en fait on a des étages de facteurs qui peuvent être différents. Après tout ça, c'est des données, c'est des connaissances qui sont consolidées. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qui va se lancer pour expérimenter ? On a des dimensions par exemple parfaitement abstraites. Le Covid nous a rendus sensibles au temps. Le Covid nous a rendus sensibles à la pression temporelle. On n'aime plus ça, on n'a pas envie de se presser. Comment on crée un système de transport qui dit et qui passe le message qu'on peut prendre son temps?
c'est compliqué quand même. Et ça se fait dans du design, ça se fait dans de la haute couture, dans des choses qui peuvent paraître être du détail, mais qui vont donner ce sentiment de temps. On l'a fait dans un couloir du RER, ça a diminué le rythme de marche de 18%. Donc on sait comment faire. Et donc la prise de risque, le blocage des portes, la durée de stationnement des trains à quai et du coup les pénalités et autres perturbations qui créent du retard et qui réduisent l'attractivité du transport public. Donc on a des choses qui sont en cascade de cette façon-là. Donc expérimenter, puis se nourrir des expérimentations existantes. Et puis je termine sur cette question du... tu disais au tout début, on passe de la mode à la mobilité, c'est très différent. En fait, il y a un lien, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans des stratégies territoriales d'accompagnement au changement, on a fait un rapport pour l'ADEME récemment sur ces sujets-là, en passant en revue l'ensemble des actions possibles, comment on choisit ces actions, comment on les évalue. Les territoires aujourd'hui créent des stratégies globales, c'est-à-dire ils vont prendre en compte à la fois l'alimentation, le rapport à l'eau, le rapport à la mobilité, parce que choisir autre chose que la fast fashion, ça veut dire se déplacer autrement. Ça veut dire se déplacer à d'autres moments. Ça veut dire se déplacer d'une autre façon. Et en fait, chaque comportement est lié à un autre comportement. Et que ce silotage, qui est le silotage un peu de l'action publique, faut arriver à en sortir pour comprendre qu'il y a des nœuds comportementaux, il y a des choses qui vont ensemble. Et ces stratégies territoriales, pour ça, elles sont intéressantes parce qu'on passe d'expérimentation un peu ponctuelle à des choses qui sont à la fois systématiques et systémiques. Donc il n'y a pas le comportement d'un côté, le structurel de l'autre. Le comportemental, du coup, devient un peu structurel, quoi. Merci beaucoup. Alors, la transition est toute trouvée parce que j'avais envie de redonner la parole à Johanna, que j'ai un peu interrompue tout à l'heure, mais qui a sans doute encore beaucoup de choses à nous apprendre sur l'extrême défi. Et justement, vous avez pas la particularité avec ce projet, tu l'as dit, d'avoir des dizaines de projets qui se développent en parallèle. Donc, pour le coup, il y a bel et bien une expérimentation, un droit à l'erreur, le pari qu'on va réussir à tirer le meilleur de l'ensemble de ces projets pour peut-être les combiner et dessiner un véhicule plus adapté à différents types de besoins. Il y a déjà des retours d'expérience grâce aux expérimentations que tu mentionnais avec les collectivités. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus comment justement l'ADEME agit dans cette perspective d'essayer peut-être un jour, on peut le souhaiter en tout cas, alors peut-être pas de généraliser parce que tout le monde n'aura pas forcément vocation à conduire un véhicule de ce type, mais en tout cas faire en sorte que ce ne soit plus un accessoire un peu original, mais que ça rentre peut-être dans la norme sociale, qu'il y ait cette dimension comportementale, que ce soit plus largement accepté et que ça fasse partie de notre paysage quotidien. Voilà. Je sais que c'est encore assez récent, mais est-ce qu'il y a déjà des premiers enseignements, des expérimentations qui nous conduisent peut-être à être un peu optimistes sur notre capacité à influer un peu les comportements des usagers pour adopter ce type de véhicule? Oui, alors beaucoup de choses. Peut-être assez proche. C'est très intéressant parce que du coup avec ces expérimentations, finalement on s'approche de plusieurs questions que seulement à l'échelle locale on peut arriver à connecter parce que on s'approche du quotidien, des besoins des habitants qui soulèvent plusieurs facteurs de la vie et qui fait aussi la transversalité avec les personnes qui sont en charge. Donc, on va dire que cette échelle d'expérimentation vis-à-vis de l'ADEME, c'est très intéressant et ça permet aussi d'encourager une transversalité pour la collectivité qui va mobiliser les personnes autour des mobilités, mais aussi d'aménagement et aussi de qualité de vie. Et après, du coup aussi au sein de l'ADEME, de savoir que c'est une démarche qui pourrait se prêter pour réinterroger les habitudes sur d'autres secteurs au-delà de la mobilité. Bon. Pour les véhicules intermédiaires, donc en fait, la question est, c'est une mobilité qu'on connaît pas, c'est des véhicules qu'on connaît pas, qu'on découvre, qu'on teste. Donc, il y a une difficulté à se projeter sur cette mobilité. Donc, c'est pour ça que très vite on a besoin d'amener des véhicules, de le faire tester et de pouvoir interagir par rapport à cette expérience. Donc il y a donc des territoires donc qui sont accompagnés. Donc on a fait un partenariat avec la Fabrique des mobilités et c'est cette association qui va accompagner donc qui va faire les liens en fait entre les constructeurs et les collectivités pour faire passer les retours assez rapides, mais c'est des retours plutôt autour du véhicule, de l'usage qui est fait, de l'ergonomie. Donc, on a déjà eu par exemple des réunions avec
4 ou 5 territoires qui ont testé un même véhicule. Et du coup, avec le constructeur, pour dire, en fait, quand on a des reliefs comme ça, il se prête pas. Quand c'est des personnes avec cette ergonomie-là, finalement, c'est plus ou moins. Donc ça, c'est des itérations rapides qu'on a envie de favoriser pour faire évoluer déjà l'objet. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est du coup tout ce qui concerne notamment l'objet, donc les projets de recherche. Donc notamment, on a un projet qui a une approche plutôt d'ethnographie. Donc il y a 2 chercheuses ça fait 1 an, qui se passent du temps dans 2 villages aux Vosges, dans les Vosges. Et bon, c'est la marche. Et donc ils vont passer beaucoup de temps, on va dire, pour échanger, établir des entretiens qualitatifs avec différentes personnes au sein du village. Donc déjà pour comprendre les habitudes de déplacement. Et donc petit à petit aussi interroger ou introduire l'idée de véhicule intermédiaire. Donc, alors, est-ce qu'elle se constate que je partage vraiment des premières impressions ou des premières plutôt hypothèses à approfondir. Alors, parce que les projets de recherche vont on est qu'au milieu, donc il n'y a pas encore des résultats, mais plutôt des données ou des interrogations. Donc, d'abord une réticence au fait déjà les véhicules électriques. Il y a une certaine réticence, en tout cas dans ces cas-là, au milieu rural, puisque, par exemple, pour tous les réseaux des garagistes ou des personnes qui ont l'habitude d'avoir une maîtrise du véhicule mécanique, donc par rapport à l'essence et côté de réparation, donc les véhicules électriques sont moins accueillis. Et donc un véhicule intermédiaire électrique, du coup, tout d'abord, les échanges étaient très fermés. C'est pas pour nous, c'est pas adapté. Ça, c'est à Paris. Voilà. Petit à petit, finalement, le fait de se dire, finalement, ils sont constatés aussi que l'attache à la voiture, c'est tout simplement pour de besoins, mais pas forcément le plaisir d'avoir des voitures ou de conduire. Et donc, finalement, plusieurs interrogations par rapport aux vrais besoins et vrais déplacements qui sont faits. Et donc ça fait des ouvertures à se dire, si on se détache, la solution c'est la voiture. Donc s'il pourrait y avoir des choses différentes pour mon usage, quel serait le véhicule? Et du coup, on part dans le sens inverse. Donc ça c'est donc des questions qu'on essaye d'intégrer, on va dire, dans la façon comme on aborde les véhicules intermédiaires et du coup qui permettent de comprendre mieux les besoins et les attendus au milieu rural. Voilà, donc il y a plusieurs groupes de travail et des échanges entre chercheurs et entre autres testeurs d'autres contextes pour voir qu'est-ce qui est spécifique ou qu'est-ce qui pourrait être généralisé. D'accord, très bien. En tout cas, on continuera à suivre ces travaux avec grand intérêt parce que voilà, vous n'êtes qu'au début de l'aventure et on espère que ça permettra de mettre le doigt sur des leviers efficaces. Alors, je me tourne à nouveau vers Arnaud parce qu'on a eu quelques illustrations de l'apport des sciences comportementales sur plein d'usages au sein de Keolis. Mais tu veux peut-être nous partager d'autres illustrations, d'autres réflexions parce qu'il y a des approches qui peuvent aussi différer d'un mode de transport à l'autre. Tu nous as donné des exemples dans le bus, dans le tramway. Est-ce qu'il y a des choses qui transversalement les réunissent, où il y a vraiment une approche très, très spécifique par mode, ou selon si on est plus sur du report modal ou fidéliser des usagers dans les transports en commun. Voilà, je suis sûre que tu as une longue liste d'illustrations. Alors, on n'a pas énormément de temps, mais si vous voulez bien qu'on prenne quand même quelques minutes pour écouter Arnaud et Laure, je suis sûre que vous avez encore quelques anecdotes ou illustrations intéressantes à nous partager. Je vois un exemple, effectivement, sur ce sujet-là, c'est que vous avez peut-être tous entendu parler de la difficulté, et notamment post-Covid, d'avoir des conducteurs
Donc une pénurie de conducteurs énorme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaye de comprendre. Alors, quand on fait des études classiques, on pose des questions. Et en fait, quand on pose des questions, on a des réponses souvent auxquelles on s'attend, parce que mais qui sont pas forcément les vraies réponses, en fait. Et donc, il faut aller chercher un petit peu. Et donc ça c'est assez intéressant. Parce que pour le coup, ça, c'est un projet qu'on a embrassé en disant, non, il faut essayer de comprendre les différents leviers. En fait, on conduit pas de la même manière il y a 20 ans et maintenant. Il y a mobilité urbaine, elle est un peu plus complexe. Il y a une charge cognitive qui est très, très importante. Alors, on a rajouté les ADAS. Parfois, on a de la rétrovision. Donc, la rétrovision, c'est comme si j'avais 2 écrans en plus et je dois regarder la route. Et effectivement, il y a des gens qui montent à bord pour acheter un titre de transport. Parfois, j'ai un rôle aussi sur la validation. Je dois observer les gens qui sont en difficulté, etc. Donc en fait, il y a une charge cognitive énorme. Et le métier de conducteur, c'est pas simplement la conduite, c'est tout le reste. Et effectivement, si on pose la question à un conducteur, pourquoi vous êtes venu ou pourquoi vous partez? Alors pourquoi on est venu, la plupart au début c'est pour la conduite. Alors quand on creuse, ils viennent pas forcément que pour ça. Et pourquoi ils partent? C'est pas forcément. On peut se dire c'est le salaire. Non, en fait c'est pas forcément que ça. Donc ça c'est assez intéressant de voir et de comprendre. Donc pour ça on travaille encore. C'est aussi une démarche scientifique avec beaucoup d'observations. Et ça nous aide derrière à mieux comprendre et donc à avoir des leviers d'action. Et aussi je pense aussi un autre point qui est intéressant, c'est de se dire comment on ne fait pas que des expérimentations à droite à gauche. Donc il y a un effet levier. Keolis, on est présent dans 13 pays. Si je parle de conducteurs, on peut avoir. On est 68 000, donc je pense que ça doit être pas loin des 2/3 des conducteurs. Donc ça fait beaucoup de monde sur ce sujet-là. Et donc le sujet de passage à l'échelle, il est important. Pour ça, il y a quand même, pour moi, plusieurs leviers. Il y a le sujet de bien mesurer et bien savoir ce qu'on fait et bien démontrer, parce qu'effectivement c'est de la low-tech, et lorsqu'on parle dans des entreprises, tout le monde se dit low-tech ça doit être low-cost. Non, pas forcément, il y a une démarche scientifique, c'est complexe, c'est pas si simple que ça, et c'est ce que tu disais, c'est pas des autocollants ou des oui, ça peut être un résultat, mais en tout cas, c'est pas ça. Donc, il y a vraiment un travail associé. Donc, faut savoir le démontrer. C'est pas non plus du nudge partout, comme ça peut être de l'IA partout. On l'intègre dans les processus d'innovation. Ça fait partie des outils qui peuvent répondre à certains irritants, à certaines problématiques, pas d'autres. Et donc, en fait, il faut aussi cette démarche, en plus de la démarche scientifique des sciences comportementales, une démarche un peu de savoir-faire sur la partie, prendre les bons leviers de l'innovation, de se dire, oui, on mesure. On a vous avez parlé du droit à l'échec, même le devoir d'échec. Si on se trompe, les gens qui sont jamais trompés, ils sont jamais allés très loin. Donc il faut même aller au-delà de ça et de se dire il faut expérimenter, pousser, bien mesurer. On a des échecs, mais il faut aussi se donner la capacité de passer à l'échelle, parce que si on reste à la fin que des expérimentations, ça va finalement pas très loin. Merci beaucoup Arnaud. Laure, est-ce que tu as aussi d'autres illustrations, réflexions que tu aimerais nous partager pour élargir un petit peu cette question du passage à l'échelle avec les sciences comportementales? Oui, je voudrais partager quand même, j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de convaincre les RH, etc., qui n'ont pas le temps. En réalité, on y arrive. Parce qu'en fait, il suffit, entre guillemets, de se dire qu'elle aussi, désolée, je dis elle, parce que c'est vrai que c'est un métier très féminin, mais ils ont un quotidien et il faut en fait leur faire réaliser, mais comme le grand public, qu'en réalité, alors du coup, il faut aussi faire des visuels bien sympas, limite des slogans, pour leur faire réaliser qu'en réalité, recruter en interne, quand un poste se libère, finalement, ça va plus vite de proposer à quelqu'un en interne, la personne est déjà là, et puis que de recruter en externe, etc., où on va continuer dans un petit cercle vicieux d'absentéisme, de turnover, etc. Et donc voilà, de faire réaliser, mais il faut, typiquement dans mon cas, c'est pas parce qu'on a un logiciel RH et qu'on donne les clés au RH que ça va se faire tout seul. En fait, il faut se dire, il y a toute une conduite du changement, mais elle est possible, elle est faisable. Il faut effectivement s'armer à la fois de patience et de faire un peu un travail de se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils priorisent pas. Donc c'est quoi leur priorité, qu'est-ce qui les rend fiers dans leur travail, etc. Et donc au final de faire tout ce travail-là et de changer le comportement aussi en entreprise et de changer les process, etc. Et le ROI aussi. Alors ce qui est difficile dans le changement de comportement, et je pense que tu
appuiera ce constat, c'est que les gens ne sont pas du tout des homo economicus. Enfin, si c'était l'argent, si c'était tout simplement, voilà, si les gens calculaient bien leurs frais, évidemment, tous ceux qui sont à distance cyclable feraient du vélo, tout le monde covoiturerait, et tous ceux qui ont une ligne de transport en commun sur leur chemin le prendraient, évidemment, puisque tout ça est moins cher que de prendre sa voiture individuelle. Mais bon, c'est pas le cas. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc ne comptez pas sur le fait que ce soit moins cher. C'est rarement ça le nœud du problème. D'ailleurs, je lance un petit truc qui pique, mais le forfait mobilité durable qui est là pour accompagner la pratique des alternatives à la voiture, en réalité, c'est un levier financier qui se transforme en entreprise. Ça va être 150, 200, 250 euros, 300 euros, on va dire, selon les négos. En fait, souvent, c'est pas ça. C'est pas que les gens sont à 300 euros près. C'est vraiment le changement de comportement, c'est les blocages, etc. Donc, il faut pas oublier que si vous voulez que vos salariés changent de comportement, il ne suffit pas de voter le forfait mobilité durable dans l'entreprise. Il faut faire une vraie transformation. On a le droit d'utiliser cet outil. Voilà, un peu de pub, bien sûr. Oui, qui voilà. existe aussi. C'est en dans plus le cadre d'une réflexion plus globale, un plan de mobilité d'entreprise, etc. C'est ce qui est recommandé. Tu as tout à fait exactement. raison. Ouais. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, la LOM, ce qu'elle dit, c'est que l'obligation, c'est de voter, négocier le montant du forfait mobilité durable. Et si c'est voté, c'est bon. Mais c'est uniquement s'il n'y a pas d'accord d'entreprise sur l'accord mobilité que dans ce cas-là, il faut faire un plan de mobilité en bonne et due forme. Mais donc c'est dommage parce que du coup, s'ils disent OK pour 100 euros par an, passez à la compta si vous voulez vous mettre au vélo ou au covoit, en fait derrière il n'y a pas de transfo du tout. Donc ça c'était le petit message. Il faut faire de la transfo, des plans de mobilité qu'on fait aussi par ailleurs, je l'ai même pas dit. Et puis petit mot de la fin, j'avais complètement oublié de vous le dire, mais en fait j'ai fait un webinaire sur les nudges dans la mobilité. Et donc si certains veulent le retrouver et le regarder, je décrypte les 10 nudges, je passe en revue 10 nudges adaptés à la mobilité. Donc il faut que vous tapiez Laure Wagner nudge et vous devriez trouver un article qui renvoie vers le replay. Voilà. Merci beaucoup Laure, on n'y manquera pas. Alors je crois qu'on est arrivé au bout du temps à partir, on l'a même un petit peu dépassé. Un grand merci à chacun de nos invités pour vos présentations, vos témoignages. J'imagine que vous avez peut-être des questions. On a le temps, Marie, pour quelques questions quand même. Bon, ce sera avec plaisir. Il faut qu'il y ait un premier qui se lance. Allez-y. Je peux passer un micro ou voilà, le micro arrive tout seul. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. J'ai une question qui est peut-être pour vous quatre. Alors, je commence par Laure Wagner parce que vous avez cité Blablacar. Et j'ai cru comprendre que l'entreprise s'est transformée quand elle a changé l'image du covoiturage, de la pure utilité, je me déplace et je partage les coûts, à un moment de convivialité. Et est-ce qu'il y aurait moyen de faire la même chose pour les transports communs, d'avoir du blabla bus, qui serait pas uniquement je m'assieds dans un bus et le temps passe, et ça devient une expérience sociale aussi. Alors, qui veut répondre? Laure ou Arnaud, peut-être? Je pense que c'est à vous deux que ça s'adresse prioritairement. En temps de grève, généralement, on discute plus avec ses voisins dans le métro, j'ai remarqué, moi. Question. Alors moi, je vais prendre quelques exemples. On a joué notamment au moment du Covid et post-Covid. On s'est posé la question et on l'a pas traité forcément par des nudges aujourd'hui. Pendant le Covid, on l'a traité un petit peu par des nudges en disant que le sentiment, effectivement, faire revenir les gens dans le transport public et le transport public remonter dans des études déclaratives de se dire que c'est un endroit où on avait peur d'attraper, etc. Et donc, il y avait une question de comment on fait revenir et on redonne confiance. Et donc, derrière, il y a tout le sujet du confort à bord. Donc, on a un gros travail qui est fait sur le sujet du confort à bord pour renouer effectivement avec finalement le confort d'être dans le transport public. Essayer de jouer justement, et c'était un exemple dont je parlais tout à l'heure, de la multimodalité pour mieux répartir les gens finalement dans le transport public et de se dire comment finalement je réenchante un peu le transport public et j'enlève cette image effectivement que je peux avoir dans certains moments de dire je suis pas sûr d'être assis, je vais être tassé, et de jouer sur ces leviers-là. Et donc là-dessus, on utilise notamment des leviers comportementaux sur les mobilités douces. Et donc dans le transport public, on a aussi la marche à pied. Donc un exemple, c'est de se dire, ça c'est quelque chose qui est fait à Dijon, de se dire
quand vous avez, pour vous déplacer, un seul arrêt, peut-être qu'il faut mieux marcher. Ou plutôt qu'avoir effectivement une correspondance, que si je pars en tramway, en métro ou en bus, etc., et je me dis je vais d'un point à un autre, bah, je regarde et je prends de la multimodalité, je fais un changement. Peut-être que je fais un changement pour à un moment donné prendre 6 arrêts sur une ligne et un arrêt dans une autre. Je peux peut-être finir par la marche, etc. Donc ça fait partie aussi de se dire comment optimiser l'expérience client. Et donc, le sujet de réenchanter aussi, c'est considérer le transport public pas simplement comme le trajet, mais comme une expérience de voyage. Et l'expérience de voyage, il y a la préparation il y a l'avant-voyage. Et donc ça fait partie des choses qu'on a en réflexion et sur lesquelles on travaille fortement sur l'expérience voyageur. C'est l'expérience voyageur, pas que passager. L'expérience voyageur, c'est au moment où je prépare, où je suis informé, et je parle d'affluence. Si effectivement, je sais qu'il y a une affluence forte, on me propose une alternative, ou pour le coup je le sais, ça me dérange pas. Et donc on travaille sur l'ensemble de l'expérience. Après, aller sur votre question de se dire est-ce que les gens vont discuter dedans, etc. Bon, ça peut être des angles de réflexion. Et je me permets un tout petit complément avant de passer la parole. Sous ton contrôle, Arnaud, il y a quand même pas mal de réflexions aussi sur les bus à haut niveau de service, les fameux BHNS, etc. Dans l'actualité récente, vous avez peut-être entendu parler des annonces de plans Car Express aussi, voilà, plutôt avec une logique, on est assis confortablement, on peut avoir du Wi-Fi, travailler, etc. Pour rompre un peu avec l'image transport public égale bétaillère, si je le dis de manière un peu familière. Ce qu'on peut dire, ce qui marche, c'est le choc d'offres. En fait, à un moment donné, c'est un peu contre-intuitif. Quand il y a de l'offre, il y a de la demande. Et si on attend qu'il y ait de la demande pour faire de l'offre, ça fonctionne pas sur le transport public. C'est bien compris. C'est compris aussi par notre ministre. Il l'a dit récemment. Et donc, effectivement, il faut du choc d'offres et l'offre amène effectivement l'usage. Merci. Alors, petit compliment par rapport à Blablacar. Oui, voilà, par rapport à ta question. En fait, quand tu l'as dit, non, en fait, il n'y a pas du tout eu de décrochage en parlant de la convivialité. C'est pas du tout ça qui a fait le succès de Blablacar. C'est plutôt la fiabilité. C'est au moment où on a mis en place le paiement en ligne. Là, tout d'un coup, parce qu'en fait, ce que les gens veulent le plus, c'est quelque chose qui fonctionne et quelque chose de confiance où il y a aucun doute sur le fait qu'ils vont pas se faire kidnapper, voilà, etc. Et donc c'est la fiabilité, la réservation en ligne qui a vraiment fait le succès de Blablacar. Et ce qui est marrant, c'est que toi, je pense que tu es une personne attachée à la convivialité, tu es le premier à lever la main, poser une question, tu es ouvert, enfin voilà. Et donc du coup, ça te parle et tu te dis ce serait génial qu'on puisse parler dans le bus et tout. En fait, la plupart des gens non. Et donc je pense pas que ce soit ça qui fasse le succès des transports publics, qui fasse le changement de comportement demain. Mais du coup, on l'avait compris chez Blablacar, et notamment le fait de se sentir quelque part obligé de discuter parce qu'on est en huis clos avec 3-4 personnes, ça pouvait être un frein. Et donc sur Blablacar, très tôt, on a mis 3 petits pictogrammes. Si certains sont utilisateurs, vous savez, il y a le petit picto bla, blabla et blablabla. Et ça, on l'avait déjà quand on s'appelait covoiturage.fr. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de s'appeler Blablacar ensuite. C'est que c'était le signe distinctif qui faisait un peu rire les gens. Ah ouais, j'aime bien dire si je suis bla, les jours où je suis fatiguée, je vais dire ça va être un trajet bla. Et il y a pas mal de gens qui mettaient bla, j'ai plus les chiffres en tête maintenant, parce qu'en fait, ils veulent s'assurer d'avoir une expérience sociale qui correspondent un peu à leurs attentes. S'ils n'ont pas envie de parler, ils préfèrent mettre bla et pas se sentir obligés de parler. Donc, ce qui pour toi serait génial qu'on parle dans les transports publics n'est pas forcément le cas de tout le monde. Merci, vas-y, Jeanne, oui. En fait, plusieurs retours qui sont faits aujourd'hui par des testeurs des véhicules, notamment vers MIO. Il y a l'association INVD qui est pionnière en fait dans les tests des véhicules intermédiaires. C'est les côtés convivial, c'est les côtés de quand je fais mes trajets en véhicule intermédiaire, comme c'est des véhicules qui sont pas très connus, tout le monde regarde, tout le monde salue, plein de pouces pendant les arrêts. Et aussi du coup le fait que pour ceux qui sont actifs, du coup on est c'est un peu comme l'expérience vélo, c'est beaucoup plus ouvert. Au moment où on s'arrête, on se retrouve face à face à des personnes, mais on se voit, on se sourit et peut-être il y a des commentaires. Donc c'est un côté du coup très différent par rapport au trajet en voiture où
où parfois on a du mal à voir qui est derrière. Et donc on a plusieurs retours en fait, on a des carnets de bord, et donc les côtés positifs, c'est souvent ces côtés convivialité. Avec une idée, bon, j'ai passé 15 minutes de plus dans mon trajet, mais ça vaut le coup parce que j'ai apprécié plus le paysage, j'ai apprécié plus les côtés d'interaction. Et donc finalement, ces véhicules vont accompagner de cette expérience. C'est quelque chose qui est partagé. Merci. Du coup, Nicolas, ça a donné des idées aussi. Oui, non, très rapidement, pour dire c'est intéressant de voir aussi les différences de perception, d'attente, etc. Et on pourrait s'interroger sur le côté, est-ce qu'il y a quelque part une connaissance scientifique qui permet de dire, d'avoir le mot final, etc. Mais ça montre aussi l'importance de la contextualisation, et je trouve aussi l'importance de s'en remettre à la science aussi, c'est-à-dire de partir au-delà des données d'expérience qu'on peut avoir les uns les autres, d'essayer de retourner vers la littérature scientifique qui est difficile à assimiler, difficile à prioriser, à trier, etc. Il y a beaucoup de choses sur le shift de l'expérience selon les attitudes, les attentes dans lesquelles on est, l'interaction dynamique entre l'attente et l'expérience, parce que juste avant de demander blablabla, on a dit d'autres choses qui ont structuré les attentes, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on gagne du temps avec ça, en se disant, est-ce qu'on peut lire nos situations à partir des éléments de compréhension qui existent déjà et qui, eux, offrent une base solide, pour éviter d'aller et venir comme ça dans quelque chose qui, au bout d'un moment, devient très difficile à tenir. Et là-dessus, il y a des modèles aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien consolidées, etc. Il faut vraiment se pencher dessus pour essayer de comprendre ces variations, d'où elles viennent. Et ce qui se contextualise à Millau, sur une plateforme numérique, dans un bus, qu'est-ce qui fait commun là-dedans ? Quelles sont les racines culturelles, d'imaginaire, de représentation, etc., qui en fait font que tous on varie, on est tous des humains, donc toi, tu n'es pas toi, mais on varie autour de quelque chose en commun. Et c'est ce qu'on appelle les principes générateurs de prise de position. Bref, et on peut essayer d'aller chercher ce que sont ces principes de variation, et arriver à avoir une base commune. Et c'est vraiment cette base-là qui, je pense, aujourd'hui, dans le champ des sciences comportementales, se diffuse un peu plus au niveau français. On sort de la logique de nudge pour aller dans une logique un peu plus complexe, où c'est pas juste une question de biais cognitif, mais comment se construit la symbolique du transport, le rapport au temps et à l'espace. Si on comprend pas le rapport au temps et à l'espace, on peut pas comprendre le rapport à la mobilité. Et ça, il y a vraiment des choses qui sont assez bien consolidées aujourd'hui. Il y a un modèle de l'expérience voyageur qui existe et qui permet de lire à la fois les espaces, les usages, etc., les attentes. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup de se tourner vers cette base un peu solide. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, vous l'avez compris, nos intervenants sont intarissables. La moindre question, c'est reparti pour 1 heure, mais c'est absolument passionnant. On me fait signe qu'on a le temps peut-être pour une toute petite question, peut-être 2, mais très rapide. Je vous demanderai d'être concis aussi dans les réponses. Allez-y. Alors, je vais aller très vite. On reste quand même bloqué. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un beau panel qui regroupe toutes les composantes à voir dans l'immobilisme. Parce qu'on reste quand même dans les mobilismes du changement de comportement, que ce soit là, à l'occurrence dans le cadre de la mobilité durable, de la décarbonisation, l'immobilisme des employeurs ou des entreprises qui sont réfractaires en fait à changer et à proposer autre chose, mais aussi aux voyageurs. Même en étant moins cher, on ne veut pas prendre le transport, on ne veut pas. Donc, c'est de réfléchir à quels sont les. Moi, je viens du Canada, puis en fait là, on le voit, on revient en arrière sur le télétravail. Donc, les gens veulent la qualité de vie, et c'est un biais qu'on enlève. Donc, on enlève la qualité de vie, on enlève plusieurs incentives, je dirais, qui, selon moi, sont des leviers pour opérer un changement dans la facilité de prendre le transport en commun. Donc, selon vous, est-ce qu'il y aurait parce qu'on voit que l'argent ou le coût du transport n'est pas un levier, quels seraient ces incentives, quels seraient ces biais, outre que la qualité de vie? On a du mal à les trouver finalement, ou à les identifier. L'humain, face à l'urgence climatique, attend la dernière minute pour faire un changement encore aujourd'hui, et on ne perd pas ce changement.
Alors, si je reformule très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Les leviers ou les freins, est-ce qu'ils sont bien identifiés? On va rapidement passer le micro à Nicolas, mais pour moi, le changement ne viendra pas tant que tout le monde n'aura pas compris et dans ces triples envies de changer de la peur du climat. Enfin, clairement, pour moi, ça passera par l'éducation, la compréhension des enjeux et des ordres de grandeur pour que chacun ait envie, en fait, et se sente l'urgence. Oui, non, mais je pense qu'il y a une part où l'envie est déjà là, où le sentiment un peu de nécessité est déjà là, mais vous l'avez dit, c'est à la dernière minute. Pourquoi c'est à la dernière minute? Qu'est-ce qu'elle a la dernière minute par rapport à la minute précédente? C'est qu'elle est plus proche. Et qu'en fait, le cerveau humain, il a du mal à imaginer ce qui est loin. Donc en fait, il faut qu'on travaille sur cette idée de distance psychologique. Tous les travaux tournent autour de ça. Comment on réduit, donc on rend tangible, on rend concret, on rend immédiat, on rend sensible, etc. Comment on touche aux différentes composantes qui font qu'un sujet qui paraît loin, d'un seul coup paraît près, même s'il est encore loin. Voilà. Et tout ça, c'est de la psychologie, parce que c'est psychologique. La dernière minute, on sait tous qu'on a rendu un rapport trop tard, qu'on a fini une tâche trop tard, alors qu'on aurait pu le faire un peu avant. C'est juste que quand la dernière minute arrive, quelque chose est devenu tangible alors qu'il ne l'était pas avant. Donc, faut tangibiliser, faut rendre concret. Et ça, il faut que nos espaces publics changent. Il faut que ce qui était invisible devient visible. Il faut que ce que font les autres qui ne se voient pas commence à se voir. C'est pour ça que la puissance publique, les acteurs publics ont un rôle majeur parce que ça va être un effet d'engagement collectif par cette tangibilisation. Et c'est vraiment la chose la plus immédiate. Après, il peut y avoir des effets émotionnels, de l'attachement, mais qui ont des effets pervers tous. On ne peut pas dire que ça va être un plaisir, ça ne sera pas un plaisir. On ne peut pas dire qu'on doit être positif et non culpabilisant, parce qu'il faut culpabiliser en partie. Enfin, tout ça est très complexe. Par contre, la question de la distance, elle se négocie pas. Elle a un effet qui est presque immédiat et, je dirais pas automatique, mais certain. Et on n'a pas tous, là je prendrai un peu le contre-pied, mais on n'a pas tous besoin de comprendre l'ensemble des enjeux. Il y a des pratiques qui sont déjà là, qui sont pas liées à l'écologie, qui sont liées à d'autres choses, à d'autres formes de sobriété, de simplicité, d'habitude, de tradition, etc. et sur lesquelles il faut absolument capitaliser sans forcément les mettre dans un champ sémantique qui n'appartient pas, parce que le champ sémantique de l'écologie il commence à produire aussi de la distance. Il y a aussi des co-bénéfices. Faites du vélo, c'est bon pour la santé, ça marche bien. Je voulais apporter peut-être un petit complément là-dessus. Je vous emmène à Copenhague. Là, Copenhague, c'est la ville du vélo. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, les pays nordiques, non, mais ils font du vélo depuis tout le temps. Non, ça a commencé par la contrainte. Ils voulaient pas. Et maintenant, quand on demande pourquoi on fait du vélo, c'est passé par un marqueur social aussi. Alors que non, c'est pas spécialement culturel parce qu'ils étaient comme nous, ils voulaient pas du vélo. Et voilà. Et donc maintenant, tout le monde fait ça. C'est un marqueur social parce que finalement, on a restreint la politique de la voiture. Un endroit où on passe d'un quartier à un autre, on passe par 3 ponts, c'est 5 minutes en voiture, c'est 30 minutes. C'est 5 minutes en vélo. 30 minutes en voiture, donc ça change les choses aussi. Donc oui, c'est peut-être aussi, peut-être que ça manque un petit peu de logique ou d'intelligence même. Ils sont pas très fut ceux qui prennent leur voiture. Et donc là, on joue aussi sur l'aspect. Non, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme parce que aussi, il y a eu là, je parle finalement d'un choc encore d'offres de transport public. Il marche très très bien, de multimodalité. Effectivement, le vélo, je le prends dans mon train aussi, et il y a pas de problème à ça. Et donc là, on a aussi créé l'écosystème qui permet de faire qu'effectivement, ce soit plus simple et à un moment donné, finalement, ça devient aussi un marqueur social. Ça devient une absurdité de prendre sa voiture. Et donc là, on a changé. Mais ça a été un peu contraint quand même aussi. C'est pas forcément les gens qui viennent du Nord, c'est natif. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, merci beaucoup. Une toute dernière question, si on peut faire de... Non, on arrête. Bon, on me fait signe qu'il est temps d'arrêter. Je crois qu'on a un peu débordé sur l'horaire. Un grand merci d'être restés si nombreux jusqu'au bout. Merci encore à nos intervenants.